Amis téléspectateurs de 7Afrique TV, merci de nous suivre. Vous êtes dans votre grande émission, l'interview de 7Afrique. Bassam Loukil est un homme pressé et très occupé, mais malgré son agenda chargé, le président de TABC et du groupe Loukil trouve un temps pour nous accorder une grande interview ici à Conakry aujourd'hui à l'hôtel Kaloum. Bassam Loukil, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir honorés en nous accordant. Toujours un plaisir avec vous, Mohamed. Alors, Bassam Loukil, ma première question. Vous êtes un homme d'affaires tunisien à la tête de TABC et du groupe Loukil. Vous êtes à la tête de 35 sociétés et 5000 employés. Comment faites-vous pour gérer votre agenda et pour être présent dans chacune de vos entreprises? Alors, tout d'abord, les sociétés du groupe sont des sociétés dont la majorité sont en stade de maturité, donc elles sont autonomes. Elles ont toutes à leur tête un directeur général qui gère, qui assume ses responsabilités, qui a des objectifs clairs. Et nous, derrière, avec nos équipes d'audit, de contrôle, on assure le suivi, le dérapage ou le développement de certaines filiales. Vous savez, la Tunisie est passée par des moments difficiles sur les 3 dernières années et donc notre rôle de supervision, d'encadrement était encore plus important ces dernières années. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de formule spéciale, il faut assurer la persévérance et la qualité du management qui assume les responsabilités à la tête de chaque filiale. Pour ce qui est de TABC, je le fais avec plaisir, pour moi c'est une activité qui me tient beaucoup à cœur. L'Afrique m'a toujours fasciné depuis mon jeune âge. Aujourd'hui, j'ai l'occasion, grâce à cette équipe de TABC, de faire la différence. Avant d'en venir à TABC, le groupe que vous dirigez, le groupe Loukil, est dans tous les secteurs d'activité, il faut le rappeler, mais au-delà de ces secteurs d'activité-là, il paraît qu'il fait partie des top 5 des entreprises les plus performantes, les plus grandes en Tunisie. Pouvez-vous nous faire la présentation de cette entreprise-là que vous dirigez, le groupe Loukil? Tout à fait. Le groupe Loukil est parmi les 5 grands groupes tunisiens avec à peu près 4800 employés. Nous sommes dans les activités de l'industrie automobile, l'industrie mécanique, l'industrie de tout ce qui est produits sanitaires, les filtres, les télécoms, le matériel de transport. Nous sommes aussi bien évidemment dans la distribution de véhicules, donc avec des marques internationales comme Citroën, Mazda ou les camions Renault Trax, les pick-up Photon. Nous sommes aussi dans l'industrie agroalimentaire, tout ce qui est équipement agroalimentaire. Depuis 1976, nous sommes probablement les plus gros opérateurs dans le secteur agricole, en semences, fertilisants, équipements agricoles et tout ce qui en suit. Nous sommes aussi dans tout ce qui est pièces de rechange, universelles et adaptables aux différents secteurs de l'économie. Nous sommes dans l'immobilier, dans les services, dans les télécoms, dans l'électroménager avec des partenaires comme LG, Unionair, Samsung, Panasonic et d'autres. Nous sommes aussi dans tout ce qui est aujourd'hui l'économie numérique et tout ce qui est développement du secteur numérique, que ce soit dans le commerce ou d'autres applications. Vous êtes, bref, dans tous les secteurs de l'économie. À l'exception probablement de l'hôtellerie. Vous avez parlé tout à l'heure de TABC, une organisation patronale que vous avez créée pour conquérir l'Afrique subsaharienne, mais également pour s'imposer et réunir le secteur privé en Tunisie. Parlez-nous un peu de cette organisation-là. Alors, TABC, c'est un conseil d'affaires tunisien qui regroupe des chefs d'entreprise qui s'intéressent à l'Afrique, qui s'intéressent aux pays de l'Afrique subsaharienne, qui veulent développer des échanges avec le reste du continent. Ce sont des sociétés qui ont de l'expérience dans l'exportation des services et produits, que ce soit vers les pays voisins, la Libye ou l'Algérie, ou vers les pays du Nord, donc de l'Europe, mais qui veulent exploiter, qui veulent développer et qui veulent nouer des relations dans d'autres marchés. Donc notre rôle depuis notre lancement en 2015 était de connecter la Tunisie à son continent, de renouer des relations stratégiques avec beaucoup de pays amis dont les relations datent des années 60, bien avant, avec le temps du Bourguiba. La Tunisie a sa position. Rappelons-le que beaucoup des cadres actuels dans pas mal de pays ont reçu une éducation en Tunisie grâce à des bourses dans le temps que la Tunisie a bien voulu étendre à plusieurs pays. Il y a aussi du secteur privé, ceux qui ont reçu une formation professionnelle en Tunisie, qui en gardent un excellent souvenir et qui sont aujourd'hui notre meilleur
nos meilleurs ambassadeurs, si j'ose dire, dans ces pays-là. Donc, TABC a pour rôle de repositionner, de réouvrir ces canaux, de pousser le gouvernement tunisien, les différents gouvernements, je dirais même, qui sont succédés sur les 4 ou 5 dernières années, d'avoir une stratégie africaine, une vision africaine et de s'imposer sur ces marchés émergents qui sont l'avenir du monde aujourd'hui. Nous allons parler un peu du marché africain avec la nouvelle loi, la ZLECA, là, qui vise à faire un marché commun. Exactement. Avant cette question-là sur la ZLECA, quelles sont les contraintes, selon vous, de la coopération sud-sud? Écoutez, tout d'abord, le mot sud-sud, j'aime pas trop. Il nous a été imposé certainement par les Occidentaux, mais parlons de relations intra-africaines. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de handicaps. Nous avons les handicaps des financements. Une grande partie des financements qui financent la croissance en Afrique aujourd'hui proviennent de l'Occident, de l'Europe, des États-Unis, de la Chine ou de l'Asie d'une façon générale. Donc nous ne sommes pas réellement maîtres de notre propre continent et de nos économies. Donc il va falloir travailler sur ça et nous faisons énormément de travail justement sur le développement des outils de financement du commerce et de l'investissement intra-africain. Il y a des institutions financières aujourd'hui comme l'Afrixim Bank qui font un excellent travail pour ça et je les félicite. Mais il y a aussi d'autres organismes, des fonds d'investissement, des capitaux risques qui sont en train d'émerger et qui sont en train de contribuer à ce développement-là. Deuxième problème aujourd'hui, c'est la logistique. Aujourd'hui, parfois on est obligé d'aller en Asie puis revenir vers l'Afrique rien que pour faire un déplacement entre deux pays africains. Ça, c'est vraiment aberrant. Donc les liaisons aériennes, les liaisons terrestres, les liaisons maritimes, c'est un vrai problème et c'est coûteux. C'est très coûteux, ça prend beaucoup de temps pour connecter deux destinations africaines aujourd'hui, que ce soit pour le transport de personnes ou alors le transport de marchandises. Ça, c'est un deuxième handicap. Troisième handicap, bien évidemment, il y a cette problématique des, comment dirais-je, des groupements économiques, des zones économiques qui sont constituées et formées à part avec le temps, mais que ça représente pour moi une fracture. Une séparation, vous avez la COMESA, la CEDEAO, la Commission de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, on parle de la zone de libre-échange. Heureusement, oui, d'ailleurs. Avec toutes les contraintes que vous venez d'énumérer, peut-on considérer que la zone de libre-échange est un projet mort-né au regard de tous ces problèmes-là que vous soulevez? Je pense que ces zones d'intérêt économique ont atteint leurs limites. Tout le monde a constaté que pour n'importe quelle raison politique, des frontières sont fermées, des échanges sont arrêtés entre les membres d'une même zone économique. Pour ne pas citer de pays, regardez ce qui se passe à la COMESA et ce qui se passe à la CEDEAO, entre deux pays voisins très souvent. Donc je pense que ces zones économiques ont montré leurs limites. C'est vrai que la Tunisie, l'Égypte, le Maroc essaient de profiter de ces zones économiques, mais l'intérêt n'est pas réellement individuel aujourd'hui. L'intérêt, c'est d'avoir un marché africain de 1,2 milliard de personnes, 1,2 milliard de consommateurs à la disposition des industriels africains, des hommes d'affaires africains, sans barrière. On n'est pas obligé de signer 1000 conventions pour aboutir à des échanges libres, à des échanges fluides, sans obstacle à tout moment. Donc la zone de libre-échange, à mon avis, si on travaille là-dessus encore agressivement, que tout le monde, chaque association, chaque aspect d'une société civile fasse son travail de lobbying pour faire aboutir ce projet, on aura un marché de 1,2 milliard accessible à nous tous, avec des barrières à l'entrée pour les Européens, les Chinois et le reste du monde, favorisant ainsi la croissance inclusive de nos compatriotes africains, une action ou une chance pour les industriels africains de se développer rapidement, d'avoir accès à un marché énorme, sans barrière. Les financiers ou les banques qui veulent financer le marché africain sont obligés de réviser aujourd'hui leur stratégie, de se repositionner différemment pour privilégier cette croissance africaine et intra-africaine.
Bassam Loukil, nous allons à présent parler de la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici à l'hôtel Kaloum à Conakry. La TABC, structure que vous dirigez, que vous présidez, organise pendant 3 jours un forum économique entre la Guinée-Conakry et la Tunisie, votre pays. Quelle est la pertinence de ce forum-là aujourd'hui? Écoutez, vous savez, la Tunisie a ouvert une ligne directe aérienne avec la Guinée-Conakry en 2017, avril 2017. Depuis, nous avons constaté que les échanges, les déplacements, le nombre d'étudiants guinéens en Tunisie, le nombre de personnes qui se déplacent en Tunisie pour recevoir des soins ou pour utiliser la Tunisie comme plateforme vers l'Asie ou vers l'Europe, s'est développé d'une manière extraordinaire au point où nos chiffres et nos réalisations en matière d'échanges commerciaux avec la Guinée ont été multipliés par 4. Justement, quelle est la situation aujourd'hui sur le plan économique des échanges entre la Guinée et la Tunisie? Fin septembre 2019, les échanges ont atteint le chiffre de 162 millions de dinars contre 43 millions de dinars à fin 2015. Pour moi, c'est un vrai exploit et cela démontre qu'il y a un potentiel énorme pour faire encore mieux. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui pendant 3 jours avec une trentaine de chefs d'entreprise qui croient en ce marché, qui ont étudié ce marché, qui ont fait aussi des déplacements ces derniers temps sur ce marché-là et qui veulent développer davantage. Et pourquoi ne pas utiliser Conakry comme plateforme de distribution sur le reste de la zone, que ce soit en utilisant la convention de la CEDEAO ou les conventions bilatérales qui lient ces 2 pays. Donc aujourd'hui, pendant 3 jours, nous allons nouer des relations commerciales, nous allons proposer des projets industriels, des projets d'investissement qui nous ont été présentés bien avant notre arrivée ici, et voir au bout de ces 3 jours, qu'est-ce qu'il y a de faire en 2020 pour améliorer encore ces chiffres, pour améliorer encore ces échanges et positionner la Tunisie en tant que partenaire stratégique de la Guinée-Conakry dans sa croissance et de son développement en utilisant sans prétention le savoir tunisien sur certains domaines comme la santé, l'enseignement supérieur, les BTP, l'industrie mécanique et l'industrie électrique, les énergies renouvelables, l'économie numérique. C'est des projets qui nous intéressent tous les deux, qui sont communs à nos 2 économies et qui peuvent être un socle de croissance et de partenariat à très longue durée. Nous allons maintenant parler de votre pays, la Tunisie, qui vient de porter à la présidence de la République M. Kais Saied. Que pensez-vous du nouveau président tunisien? Écoutez, c'est la volonté du peuple. Il est clair que le peuple tunisien choisit la rupture avec le passé, la rupture avec toute une classe politique qui n'a pas été à la hauteur de ses espérances. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui n'a jamais eu une expérience politique au sein du gouvernement. Donc, c'est quelqu'un qui commence avec une feuille blanche, quelqu'un qui s'est prononcé sur plusieurs sujets tout au long de sa campagne. C'est quelqu'un qui, pour moi, aujourd'hui, représente une vraie rupture avec le passé et un début réel d'une révolution politique, probablement administrative en Tunisie, qui aurait dû avoir lieu en 2011, qui n'a pas eu lieu en 2011. J'espère que son combat contre la corruption et l'impunité va se transformer en action réelle. J'espère aussi que sa défense de la classe moyenne et de la classe appauvrie sur les 8 dernières années va être réalisable avec des projets concrets. Ce qui est certain qu'une bonne partie des hommes d'affaires et des opérateurs économiques du secteur privé sont porteurs de ce projet tant qu'il y a une assise politique forte, et aujourd'hui il a un mandat populaire extraordinaire et très fort. J'espère qu'il aura jusqu'au bout de son projet. Beaucoup de personnes et d'observateurs craignent le fait qu'il soit un homme inexpérimenté, surtout dans la politique, mais également dans la gestion du pouvoir. N'avez-vous pas peur qu'il fasse des erreurs? C'est un handicap, mais c'est un avantage.
Mais quel est l'handicap, c'est qu'il n'est pas de l'administration, donc il n'est pas évidemment de la machine administrative. L'avantage pour nous, c'est qu'il est en dehors, donc il n'est pas inhibé de ses mauvaises habitudes, de ces rouages administratifs qui tuent toute initiative et qui tuent le changement et qui arrivent à chaque fois à le combattre et à le détruire. Fort de son projet, fort de son expérience dans tout ce qui est constitution, dans son contact avec la masse, avec la population tout au long de sa carrière en tant que qu'enseignant et durant sa campagne, et je suis persuadé que tout à fait le contraire, l'absence d'expérience administrative et politique va être un grand avantage, pourvu qu'on sache, et son entourage aussi, sache en profiter et le transformer en vrai projet révolutionnaire dans la Constitution. Nous allons aborder la dernière partie de cette interview, l'une des dernières questions. Il s'agit aujourd'hui, ici à Conakry, de parler de l'économie africaine, de parler de l'Afrique. Le continent africain, Bassam Loukil, sera marqué dans les années à venir par une croissance démographique exceptionnelle. L'Afrique verra sa population doubler dans les années à venir, mais marquée également par le chômage endémique des jeunes. Pour vous, quelle est la solution de ce chômage-là, qui est un goulot d'écrasement dans le continent? Écoutez, le chômage aujourd'hui, s'il existe en Afrique, c'est parce que la croissance économique, dont on parle sur plusieurs pays, les 8, 10, 11% parfois, n'a pas été inclusive, n'a pas été équitable. Donc il va falloir revoir tout d'abord ces systèmes politiques qui ne mettent pas à profit ces croissances au profit de leur population. Ça, c'est un problème. Deuxièmement, il faut s'assurer que notre système d'éducation, c'est-à-dire surtout au niveau de l'enseignement supérieur, donne et fournit une éducation et un niveau d'enseignement suffisant pour que ces jeunes ressortissants dans des économies en voie de développement. Donc généralement, la question du chômage ne se pose pas. Que ces formations sont conformes aux besoins réels du monde de l'emploi. Et très souvent, c'est un problème. Il y a un problème entre l'offre et l'emploi, entre ce qu'on enseigne nos jeunes et ce que le marché de l'emploi exige. 3, il va falloir aussi que sur les 5, voire les 10 premières années, qu'on revoie un peu, les métiers qu'on enseigne. Vous savez, aujourd'hui, il y a des métiers qui disparaissent à jamais tous les 15 ans. Auparavant, dans les années 80, années 90, il y avait des métiers qui disparaissaient tous les 35 ans. Grâce à la technologie, aujourd'hui, les métiers disparaissent en moyenne tous les 15 ans. Donc ceux qui sont en première année secondaire aujourd'hui, au jour de leur sortie de l'université, il y a des métiers qu'on connaît, qu'on maîtrise aujourd'hui, qui vont disparaître. Donc il va falloir avoir une vision sur ça. Troisièmement, il va vraiment focaliser sur la formation de nos jeunes. L'enseignement supérieur à lui-même ne suffit pas. Ceux qui sont déjà diplômés, qui sont au chômage, il va falloir penser à leur fournir une formation de mise à niveau, une formation qui adhère et qui va dans le sens de l'employabilité tout de suite. Quand je vois dans certains pays africains que des projets financés par nos amis chinois sont exécutés par des Chinois, alors que les taux de chômage dans ces pays peuvent atteindre jusqu'à 15 et 20%. C'est une aberration. Il va falloir vraiment que nos politiques et nos politiciens revoient leur programme d'intégration, leur projet de développement économique, que ces deux de croissance profitent aux populations, profitent aux jeunes, et qu'on pousse dans nos contrats de prêt, dans nos contrats de projet avec les sociétés étrangères, à exiger qu'une grande partie de la main-d'œuvre utilisés, déployés pour la réalisation de ces projets, soit au profit de nos jeunes, des locaux, et non pas importés. Bassam Loukil, à l'entame de cette émission-là, je le disais, vous êtes à la tête de 35 sociétés et vous dirigez également le patronat tunisien, vous êtes un manager, un leader. Quel conseil donnez-vous à la jeunesse africaine et aux jeunes africains entrepreneurs qui cherchent leur chemin et qui sont en train de créer leur toute petite entreprise?
Alors, tout d'abord, c'est le Conseil d'affaires tunisien-africain. Le patronat est un autre organisme. Tout à fait, oui. Donc, voilà. Donc, nous, on est à la tête de la voie africaine en Tunisie. Pour nos jeunes, mon conseil est le suivant. Tout d'abord, il faut bien étudier les besoins du marché, qui sont en perpétuelle mutation. Il faut pousser et exiger des gouvernements l'accompagnement dans ce qu'on appelle l'essaimage, dans les pépinières d'entreprise, etc. Parce que un jeune qui se lance et qui échoue, c'est un découragement, c'est fatal, et il décourage tous ceux qui sont autour de lui. L'échec est permis, une fois, deux fois, trois fois, tant que c'est cadré, tant qu'il y a un suivi, un soutien familial, un soutien administratif ou gouvernemental qui encourage ces jeunes à reprendre encore l'initiative. L'initiative est permise. Il va falloir aujourd'hui que nos gouvernements et que nos jeunes exigent ces pépinières d'entreprise, ces centres de formation, avant de penser à trouver le moyen pour fuir en Europe, pensez à créer des projets, pensez à faire du lobbying auprès de vos gouvernements, imposer à ce que ces gouvernements investissent dans la formation, dans la création d'entreprises, dans les pépinières d'entreprises, donnant à ces jeunes la priorité dans l'emploi et dans le développement économique. Il faut lire, il faut s'instruire, il faut voir ce que font les autres et ce qui a réussi. Au Kenya, la croissance est portée par le digital. Dans d'autres pays comme le Rwanda, c'est l'écologie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas beaucoup d'argent au jour d'aujourd'hui pour réussir, au moins pour démarrer. Donc il ne faut pas désespérer. Il y a beaucoup d'espoir, il y a des façons de gérer. Ce n'est pas toujours facile. Bien évidemment, donner des conseils, c'est toujours facile. Pour réussir, c'est encore plus difficile. Mais il faut que nos jeunes sachent que personne n'a pu réussir dès le premier coup. Tous les milliardaires du monde, tous les riches du monde sont passés par une faillite, deux faillites, 3 échecs, 4 échecs parfois, jusqu'à l'aboutissement. Ne regardez pas, ne vous focalisez pas uniquement sur le résultat final. Regardez le début de ces démarches, le début de ces réussites. C'est un ensemble d'échecs. Mais les gens n'abandonnent pas aussi rapidement. C'est pour ça qu'ils arrivent à réussir. Mesdames, Messieurs, téléspectateurs de 7Afrique TV, l'émission, l'interview de 7Afrique tire à sa fin. Nous avons reçu pour le lancement du groupe 7Afrique, M. Bassam Loukil, président du groupe Loukil, président de TABC. M. Bassam Loukil, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci pour l'invitation.